17 juillet 2015. La F1 est en plein deuil. Jules Bianchi, 25 ans, décède suite à un accident survenu quelques mois plus tôt lors du Grand Prix du Japon le 5 octobre 2014. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons nous replonger dans la carrière de ce pilote français en ce 17 juillet. Jules Bianchi est né le 3 août 1989 à Nice. Le jeune Français s'intéresse vite au sport auto étant donné qu'il n'est pas le premier. En effet, Moreau et Lucien Bianchi, son grand-père et son grand-oncle, sont des noms connus des années 60. Lucien aura d'ailleurs un podium en F1 à Monaco en 1968 et une victoire aux 24 heures du Mans la même année. Mais malheureusement, le grand-oncle de Jules mourra lors des essais des 24 heures du Mans 1969. Son frère, lui, bien qu'ayant moins de résultats, aura tout de même participé aux 24 heures du Mans de 1964 à 1968 avec Alpine. Moreau arrête ensuite sa carrière suite à l'accident tragique de son frère. Le fils de Moreau, Philippe Bianchi, ne voudra pas piloter. Trop d'appréhension peut-être. Mais il possédera malgré tout le circuit de karting de Brignoles dans le Var. C'est dans ce contexte que naît Jules, et le Niçois tombera vite sous le charme des moteurs et de l'asphalte. Au début, sa famille n'est pas vraiment d'avis à lui forger une carrière là-dedans. Les traumatismes du passé sont encore peut-être trop proches. Mais Jules insiste, et sa famille accepte finalement de l'aider dans sa carrière. Jules a un bon coup de volant. Il accède rapidement à la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile. En 2004, le Niçois devient champion de France et vice-champion d'Europe de kart avant d'être sacré champion d'Asie-Pacifique en 2005. À la fin de l'année 2006, Nicolas Todt, alors manager de Felipe Massa à l'époque, prend Bianchi sous son aile. L'avenir s'éclaircit. Jules fait donc ses débuts en monoplace lors de la saison 2007 et du championnat de France de Formule Renault. Il sera sacré champion pour sa première année avec 5 victoires et 11 podiums. Le dernier à avoir fait ça était Alain Prost. Ça pose les bases. En 2008, le Niçois s'engage chez Art Grand Prix en Formule 3 Euro Series, co-dirigé par Nicolas Todt. Il aura notamment comme coéquipier un certain Nico Hülkenberg. Jules fera quelques bonnes performances et terminera 3ème du championnat. Il remportera malgré tout les Masters de Zandvoort, une course hors championnat en 2008, mais très prestigieuse. En 2009, Jules devient champion de cette même catégorie avec 6 pole positions, 9 victoires et 11 podiums. En fin d'année, Nicolas Todt convainc Ferrari de prendre Jules pour faire des tests. Puis l'équipe italienne lui offre finalement un contrat à long terme au sein de la Ferrari Driver Academy. Il participera même au test jeune pilote à Jerez en fin d'année. Il y fera des temps corrects, histoire de rassurer Ferrari dans leur choix. Dernière nouvelle en cette année 2009, il se lie d'amitié avec un certain Charles Leclerc à court de financement en karting. Jules devient son mentor. Il est comme son grand frère. Le passage en GP2, l'ancêtre de la Formule 2, est confirmé pour 2010. C'est la dernière ligne droite. Toujours chez Art Grand Prix, Jules marquera ses premiers points à Monaco en course 1 et son premier podium en course 2. Au total, c'est 4 podiums qui l'attendront durant l'année et Jules finira 3ème du championnat pilote. En fin d'année, Ferrari renforce son partenariat avec Jules en lui assignant le rôle de pilote-essayeur à la place de Luca Badoer. En 2011, Jules commence l'année par le GP2 Asia où il terminera vice-champion derrière Romain Grosjean. En GP2, Jules vise le titre, mais la concurrence est rude. Valsecchi, Grosjean, Gutiérrez, piquent. Bianchi terminera 3ème du championnat à 1 point de la 2ème place. Néanmoins, le Niçois obtient sa première victoire à Silverstone. Une nouvelle fois, le Français participera au test jeune pilote où il terminera 2ème derrière Jean-Éric Vergne sur sa Red Bull. Il roulera aussi avec Sergio Pérez à l'occasion de tests privés dans la Ferrari de 2009. Je vous rappelle que Sergio Pérez faisait partie de la Ferrari Driver Academy à cette époque. En 2012, Jules fait un pas en avant pour son arrivée en F1 quand Force India annonce le Français au poste de 3ème pilote aux côtés de Nico Hülkenberg et Paul Di Resta. En cette année, il roulera aussi en Formule Renault 3.5 et il se classera 2ème. La saison 2013 approche à grands pas et Bianchi participe aux essais hivernaux avec l'équipe Force India. Le Français est prêt à disputer sa première saison en F1. Mais peu après les tests d'avant-saison, Vijay Mallya annonce que Adrian Sutil sera aux côtés de Paul Di Resta, jugé plus expérimenté. C'est la désillusion. Les rêves de F1 s'envolent. Mais à quelques semaines du début de saison, l'espoir renaît quand Luis Radzia a des problèmes avec ses sponsors. Nicolas Todt et Ferrari sautent sur l'occasion. Jules obtient son baquet chez Marussia.
Il sera l'équipier de Max Chilton et ses sponsors dans l'équipe avec le plus petit budget du plateau. Et s'il veut garder sa place, Jules devra performer, car un pilote payant pourrait arriver avec une bonne valise de billets. Mais Jules performe. En Australie, pour son premier Grand Prix, il termine 15e et finira même 13e pour la deuxième manche en Malaisie. On ne le savait pas encore, mais ce résultat permettra à Marussia de glaner la 10e place au championnat des constructeurs devant leurs rivaux Caterham. Jules bat régulièrement Max Chilton en qualif comme en course, mais son baquet est menacé pour 2014 au vu des difficultés financières de l'équipe. Au cours de l'année, Rodolfo González et ses sponsors prendront la place du français de nombreuses fois pendant les essais libres. Heureusement en 2014, la révolution technique a lieu et Marussia signe un contrat avec Ferrari pour les moteurs. Cela offre donc à Bianchi une place dans l'équipe pour au moins un an de plus. Mais le management du français lui cherche déjà un baquet pour les années à venir. On imagine déjà Bianchi chez Ferrari sur le moyen terme. Mais malheureusement, il va encore falloir patienter car l'année 2014 s'annonce compliquée avec Marussia. Pour preuve, dès la première course en Australie, le français a un problème mécanique sur la grille. Il ne peut même pas prendre le départ. Il part donc avec 6 tours de retard. En Malaisie, bien qu'ayant battu son coéquipier en qualification, c'est un accrochage avec Jean-Éric Vergne qui arrêtera sa course. Mais Jules s'applique à positiver sur les grands prix suivants jusqu'à Monaco. En qualification, le français se classe 19e mais part 21e suite à un changement de boîte de vitesse. Il s'applique à positiver sur ce circuit où le dépassement est presque impossible. De plus, Bianchi écope de 5 secondes de pénalité pour s'être mal placé sur la grille. Le français tente le tout pour le tout et profite de faits de course pour remonter. Mais surtout, ce qu'on pourra retenir de sa course, c'est son magnifique dépassement sur la Caterham de Kamui Kobayashi dans l'Araskas. Après l'accrochage entre Magnussen et Raikkonen, Bianchi grimpe à la 8e place. Et quelques tours plus tard, c'est la libération. Les premiers points sont là, à Monaco, là où son grand-oncle est monté sur son unique podium en F1. Jules, this is John. Mighty job, mate. Absolute mighty. We have P9. Very good race, Jules. Finally, we have a point. I'm so happy. Malheureusement, Bianchi écopera encore de 5 secondes de pénalité pour avoir effectué la précédente sous safety car. Il tombe donc 9e. Mais qu'importe, 8e ou 9e, c'est pareil, la joie est la même. De plus, ces 2 points font passer Marussia à la 9e place du championnat constructeur, devant Sauber et Caterham. Jules Bianchi est le héros de Monaco. Les bonnes nouvelles s'enchaînent quant à Silverstone, il roule dans la Ferrari F14T de 2014 à l'occasion d'essais privés. Les courses suivantes, Bianchi réalise d'excellentes qualifications, notamment en Hongrie où il élimine Raikkonen pour le passage en Q2. En course par contre, c'est moins glorieux. Victime d'un accrochage en Hongrie et en Belgique, le français s'applique quand même à positiver. En arrivant au Japon à Suzuka, le français construit petit à petit son week-end. Il devance une nouvelle fois son coéquipier en qualification et il s'élancera 18e. Dimanche 5 octobre 2014, séjour de course au Japon. Et au petit matin, Jules Bianchi assure son avenir en F1 en signant un contrat d'1 an avec Sauber. Le Grand Prix du Japon est menacé par un typhon et la course se déroulera dans des conditions très humides. Malgré tout, Bianchi fait partie des pilotes qui espèrent rouler pour la course. Au vu des conditions dantesques, le départ est donné derrière la voiture de sécurité. Des pilotes veulent rouler, d'autres non. Mais qu'importe, la course est lancée quelques minutes plus tard. Pendant la course, Hamilton et Rosberg se battent pour la victoire. Pendant ce temps, Bianchi gère sa course. Au 43e tour, Adrian Sutil, alors en train de pourchasser Jules Bianchi, perd le contrôle dans la courbe Dunlop. Des commissaires et une grue sont déployés sur place. Un tour plus tard, alors qu'un double drapeau jaune est agité, Bianchi ralentit trop peu. Il perd alors le contrôle et percute la grue de sécurité. Le choc est d'une violence extrême. Le arceau de sécurité a lâché et le casque du pilote est venu percuter la grue à près de 200 km/h. Seul pilote témoin de l'accident, Adrian Sutil témoignera ceci un peu plus tard. J'ai vu ses yeux ouverts, puis ils se sont fermés, comme s'il s'était endormi. Le paddock est alors là plongé dans une angoisse pendant que le Français est transporté à l'hôpital de Yokkaichi. Son état est jugé désespéré, mais stable.
Le Français souffre d'un hématome à la tête, il est plongé dans un coma artificiel. Tout le monde reste accroché aux nouvelles venues du Japon. Une semaine plus tard en Russie, la F1 a du mal à se remettre de ses émotions. Entre conférences de presse émouvantes et hommages de la part des pilotes, toutes les pensées sont envers Jules et sa famille. Lors de ce Grand Prix, Marussia ne fera rouler seulement Max Chilton. La voiture de Bianchi, elle, est montée et prête dans le garage pour lui rendre hommage. Le 19 novembre, Jules est transféré à l'hôpital de Nice. Les choses s'améliorent quand il peut de nouveau respirer naturellement, mais 9 mois après son accident, le 17 juillet 2015, Jules trouve la mort des suites de ses blessures. En 2014, cela faisait 20 ans que plus aucun pilote n'avait trouvé la mort lors d'un Grand Prix de Formule 1. Mais cet accident nous aura prouvé le contraire. Suite à cet accident, la F1 a pris de nouvelles mesures. La Virtual Safety Car, bien que peu appréciée aujourd'hui, sert à ralentir les pilotes plus drastiquement. Mais surtout, le halo qui a fait son apparition en 2018 sert lui à protéger la tête des pilotes. Le halo qui servira d'ailleurs à sauver la vie de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn 2020. Aujourd'hui, de nombreux passionnés estiment qu'il aurait dû rouler pour la Scuderia Ferrari. Mais malheureusement, la réalité de ce sport nous aura prouvé que peu importe le talent, la F1 reste dangereuse. Merci Jules. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait que ce soit un sujet assez sensible. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification, c'est le meilleur moyen de me soutenir. J'espère grâce à cette vidéo que j'aurai pu rendre hommage à Jules Bianchi à ma façon. Sinon à part ça, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao bye bye. Ce week-end en Formule 1, c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Le calendrier 2024 de la F1 a été annoncé. Et il y a des changements. 3 accidents qui ont marqué les 24 heures du Mans. On va commencer avec le crash